Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Je pense qu'on va commencer par se présenter brièvement pour que vous sachiez d'où nous parlons. Donc, je suis Marion Serre, j'ai été formée à l'administration et à la production du spectacle vivant et j'ai amorcé mon projet professionnel dans cette voie avant de devenir consultante indépendante. Et aujourd'hui, je travaille sur des projets de transition écologique dans le secteur culturel. En ce moment, par exemple, avec les agences régionales de la collaborative ou avec les services culture de la région Nouvelle-Aquitaine. Et par ailleurs, j'anime des ateliers de sensibilisation à destination des professionnels, comme par exemple la fresque de la mobilité culturelle de cet après-midi. Bonjour, moi je suis Béatrice Magnier, je suis la coordinatrice de l'association Élémentaire. Élémentaire, c'est une association qui est née en 2008 à Toulouse. À la base, notre action était sur l'échelle de la région Midi-Pyrénées, et puis en 2016, on est passé à l'échelle de la région Occitanie. Et notre mission principale, c'est de favoriser les pratiques éco-responsables sur les événements. Donc on travaille avec tout type d'événements, essentiellement culturels, mais pas que. Donc c'est vrai que voilà, mon propos aussi permettra d'illustrer un peu cette conférence en donnant des exemples essentiellement sur des événements culturels, mais je vais essayer d'élargir aussi au domaine du spectacle vivant en général. Et voilà, on va essayer d'élargir à la culture d'une façon plus générale, mais c'est vrai que Marion comme moi, on est plutôt des spécialistes, on va dire, du monde du spectacle vivant. Vous arrivez à lire ce qui est écrit en bleu clair quand même ou... Ok, c'est pas grave, parce qu'on est là pour parler, donc comme ça vous voyez les photos. Donc comme ça a été dit en introduction par plusieurs personnes avant nous, forcément c'est ça, la culture, les événements culturels, c'est vraiment des moments qui sont clés dans notre vie à tous. C'est ce qu'a montré aussi le confinement. Le fait d'avoir considéré la culture comme non essentielle, on voit tout l'impact que ça a pu avoir sur nous, et d'être bloqué du coup derrière des écrans, c'était quand même pas la même chose. C'est des moments de partage, de vivre ensemble, des moments qui créent du lien social. On partage ensemble une même passion, que ce soit pour le cinéma, pour la musique électro ou quoi, et c'est ça qui permet de rassembler les gens. Voilà, mais bien sûr, ces événements, tout ça, on sait que ça a un impact quand même qui n'est pas négligeable aussi sur l'environnement. Là, on a des photos de très gros festivals, mais on sait que les événements, d'une façon générale, gros ou petits, ils vont être assez générateurs de déchets. Parfois, on peut voir des parkings qui sont mis en place dans des champs, qui rendent les champs non cultivables ensuite pendant des années. Il y a une consommation d'énergie qui est liée à ce monde du spectacle vivant très importante. Aujourd'hui, on voit un peu tous les enjeux qui sont derrière la consommation d'énergie. Donc notre propos, bien sûr, ça ne va pas être de dire restons chez nous, c'est sûr que l'impact diminue en restant chez soi. C'est vraiment de voir comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir construire tous ces spectacles et tout ce monde de la culture d'une façon différente. On a tous rêvé pendant le confinement que le monde d'après soit différent, particulièrement le monde de la culture aussi puisse être différent. Donc à nous de le construire ensemble, et on va essayer de donner un peu des clés là-dessus avec Marion aujourd'hui. Donc cette conférence s'appelle « Le secteur culturel face aux enjeux environnementaux ». Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par enjeux environnementaux? Pour rendre compte des enjeux environnementaux et de leur niveau de criticité, il y a un scientifique suédois qui s'appelle Johan Rockström, qui a mis en lumière 9 limites planétaires à ne pas dépasser. Vous les avez sous les yeux. À ne pas dépasser, ça veut dire qu'il y a des seuils au-delà desquels on navigue un peu dans l'inconnu. Il y a des effets d'emballement qui ne sont pas maîtrisables, des conséquences qui sont imprévisibles. Parmi les limites qui sont d'ores et déjà dépassées, on retrouve le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation du cycle de l'azote, du phosphore. Et depuis le mois dernier, la 6e limite planétaire qui a été dépassée, le cycle de l'eau douce, la perturbation du cycle de l'eau douce. Ce schéma est intéressant puisqu'il permet de démontrer le caractère pluriel des crises environnementales et donc des réponses qu'on doit leur apporter. Alors concrètement, comment est-ce que ces bouleversements se traduisent sur les territoires? Si on prend par exemple les Pyrénées,
L'Observatoire pyrénéen du changement climatique observe une augmentation des températures moyennes, c'est le graphique que vous avez ici en haut, une augmentation d'1/4 degré par décennie sur la période 1959-2020. Il observe aussi une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des sécheresses et des vagues de chaleur. Et ça a par exemple pour effet de diminuer la disponibilité en eau dans les sols et d'amoindrir la capacité des forêts à stocker le CO2 dans l'atmosphère via la photosynthèse. Autrement dit, c'est l'état de santé des forêts qui est affecté. L'OPCC relève aussi une réduction de l'épaisseur des manteaux neigeux et due à une baisse des précipitations durant les mois d'hiver. Donc cette réduction des chutes de neige, de leur fréquence et de leur persistance, ça a des effets sur les espèces qui vivent dans les environnements neigeux. Par exemple, le chamois, l'isard ou la perdrix des neiges. Pour la perdrix des neiges, c'est l'étendue de sa zone d'alimentation qui est affectée et donc sa capacité de survie. Cette détérioration des écosystèmes, elle a donc des effets néfastes sur la faune et sur la flore sauvage, mais aussi sur l'ensemble des services écosystémiques qui nous sont rendus et dont nous avons besoin pour vivre, voire pour survivre. Services qui nous sont rendus gratuitement. Effectivement, les écosystèmes jouent plusieurs rôles qui nous sont essentiels. Par exemple, des rôles d'approvisionnement en matières premières ou en ressources médicinales, des rôles de régulation comme la régulation de l'érosion ou la pollinisation qui est indispensable à notre agriculture, des rôles de soutien comme la photosynthèse. Et les écosystèmes nous procurent aussi des bienfaits qui sont d'ordre plus immatériel ou culturel. Je pense à tout ce qui relève de nos loisirs, de notre santé mentale et physique. On va se ressourcer dans des espaces naturels, par exemple. Et la nature est une source d'inspiration pour l'art, pour la culture, pour les sciences, dont nous avons besoin. Les risques que nous faisons peser sur les écosystèmes se répercutent donc sur ces services écosystémiques dont nous dépendons très fortement. Le secteur culturel n'est pas épargné. Il est hautement vulnérable aux chocs énergétiques et climatiques. Et comme le reste de la société, il doit faire face à une double contrainte carbone. Cette double contrainte carbone, c'est d'une part la raréfaction des ressources fossiles, dont il dépend très fortement, via la mobilité, via l'utilisation d'énergie. Et c'est aussi les effets du changement climatique sur l'environnement. Et je pense que Béatrice va en dire un mot. Oui, il y a certaines manifestations culturelles qui ont lieu dans des salles fermées, qui sont peut-être moins touchées par les dérèglements climatiques, mais beaucoup aussi ont lieu en extérieur, sur des sites en plein air, et donc qui sont très touchés par tous les événements climatiques, et comme le disait Marion, tous ces événements qui sont déjà de plus en plus fréquents et qui vont l'être encore plus avec le réchauffement climatique. Je pense par exemple aux inondations. On a connu des inondations très fortes dans l'Aude aussi récemment. Il y a certaines inondations qui empêchent la tenue de certains festivals. Et puis là, il y a une photo du festival de Thau qui a lieu au bord de la lagune de Thau, donc à Metz, près de la Méditerranée. Et le festival lui-même a lieu sur un parking au milieu du mois de juillet. Donc vous imaginez la chaleur, et notamment avec la réverbération de ce sol en goudron. Voilà. Donc ce festival doit forcément faire face au risque de canicule qui est de plus en plus élevé et mettre en place une stratégie d'adaptation pour que le festival puisse avoir lieu, même, on le sait, donc sinon il sera annulé trop souvent s'il doit être annulé à chaque canicule. Ça veut dire, par exemple, assurer que les gens auront suffisamment à boire, essayer de lutter contre les îlots de chaleur, prévoir au contraire sur site des îlots de fraîcheur, peut-être réfléchir à l'aménagement du territoire. On aura un exemple tout à l'heure en vidéo d'un aménagement de site aussi pour faire face à ces différents risques. Et donc on voit que les événements eux-mêmes peuvent avoir un impact aussi de par la façon dont ils sont organisés, un impact positif ou négatif sur les émissions de gaz à effet de serre et donc sur le réchauffement climatique qui va lui-même entraîner ensuite des bouleversements et une adaptation nécessaire des événements.
Donc on peut se situer soit dans un cercle finalement on crée des problèmes et qui se répercutent ensuite sur nos manifestations culturelles, ou essayer d'être dans un cercle plus vertueux, où on va essayer de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, avoir un impact positif aussi sur le climat pour que derrière, on puisse continuer à tenir nos manifestations culturelles, les spectacles, les événements qu'on a envie de créer dans des conditions qui soient acceptables pour nous tous, pour les publics. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler d'exception culturelle en matière environnementale ? L'exception culturelle postule que la culture n'est pas un bien comme les autres et donc ne doit pas être soumise aux mêmes règles. Et effectivement, les impacts environnementaux négatifs de la culture doivent être mis en regard avec l'impact culturel, social, hautement positif de la culture. Le geste artistique est essentiel pour la société et l'idée, c'est bien de le préserver. Pour autant, la culture a aussi des responsabilités à assumer. Ce n'est pas une industrie lourde, mais elle est omniprésente dans la demande des secteurs amont qui, eux, sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre. Je pense notamment au transport, à l'agriculture, à l'énergie, au numérique. Finalement, ce que la culture a d'exceptionnel, est-ce que ce n'est pas plutôt sa capacité à transformer les manières d'être, de faire et de penser de chacun et de chacune ? Cette capacité de transformer les représentations et les habitudes, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, la production de récits, de fiction, d'un avenir qui soit aussi désirable que soutenable, ou encore la création de moments privilégiés, à part, qui offrent au public la possibilité de sortir de leurs habitudes carbonées pour essayer quelque chose de nouveau, quelque chose d'hors du commun, ou encore l'exemplarité, la capacité de la culture à nourrir et à inspirer les autres secteurs, pourquoi pas à devenir moteur des transitions. C'est vrai que souvent le public, quand il vient se rendre sur un événement culturel, c'est un moment où il va être plus disposé finalement à pouvoir vivre une expérience différente de ce dont il a l'habitude. Donc une des responsabilités des organisateurs, ça va être bien sûr de faire en sorte que le public puisse déjà à minima quand même continuer les éco-gestes, on va dire, qu'il a pris l'habitude de faire dans son quotidien. Par exemple, proposer de façon très basique du tri sélectif. Si c'est un public qui a l'habitude de venir en vélo, qu'il puisse trouver un parking vélo sécurisé sur site ou quoi. Mais aussi de leur proposer d'aller bien au-delà de ce dont ils ont l'habitude de faire, parce qu'on sait que c'est un moment où on va être curieux, ouvert, prêt à vivre une expérience différente, que ce soit tant sur le contenu finalement des œuvres elles-mêmes que sur tout ce qui va autour. Donc ça peut être un bon moment pour leur proposer des modes de mobilité différents dont le public n'a pas l'habitude. Si on leur propose un spectacle pendant qu'on va venir en vélo, ça peut être intéressant pour eux. Si on leur propose de manger végétarien pendant 2 jours sur un festival, et finalement, pourquoi pas ? Parce que c'est un moment où, autant dans nos vies de travail, voilà, ça va être difficile, on n'est pas forcément ouvert à ça. On peut découvrir des nouvelles habitudes et le vivre le temps de l'événement, ce qui permet à l'événement de diminuer son empreinte carbone. Et puis, pourquoi pas repartir avec des habitudes aussi qu'on a pu tester sur un événement de façon très pratique et puis les mettre en œuvre ensuite de temps en temps ou de plus en plus régulièrement dans nos vies quotidiennes. Les événements aussi, c'est souvent une possibilité de profiter que le public soit là, soit disponible pour les sensibiliser finalement sur ces enjeux environnementaux, sociétaux plus globaux. Par exemple, je pense à 2 festivals, le festival de Thau toujours et puis le festival Écosystème, qui proposent à leur public des conférences, des débats, des rencontres, des villages d'associations. Par exemple, l'écosystème, donc ça a lieu dans un petit village au nord du Lot où il y a 300 habitants et ils reçoivent environ 12 000 personnes par soir avec un gros camping pour tous les festivaliers. Donc les gens, ils viennent là pour écouter les artistes qui sont programmés au concert du soir, qui commence vers 18h. Mais finalement, toute la journée, ils sont dans ce petit village où il n'y a rien à faire. Et là, il y a toutes les journées éco-citoyennes qui sont ouvertes dans le village, avec justement des conférences autour du gaspillage alimentaire. Il y a eu une conférence organisée par SOS Méditerranée autour des enjeux de migration.
Il y a des associations qui proposent des stands, qui parlent aussi de pourquoi ils se mobilisent, de leurs engagements, qui leur proposent des ateliers do-it-yourself. Nous, Élémentaire, on a l'habitude d'y proposer un atelier autour de fabriquer ses produits d'entretien ménager. Et le public vient là, et c'est un public qui se serait peut-être jamais rendu à ce type de conférences dans leur vie quotidienne, mais qui, le fait d'être là, d'être disposé, d'être plus ouvert, d'être plus curieux à ces moments-là, ça permet de sensibiliser et de donner une ouverture vraiment sur différents enjeux. Voilà, donc ensuite, un petit diapo pour... peut-être que vous le voyez mieux, celui-là, quand même, ça. Donc, quand on est organisateur, finalement, de cette vie culturelle, comment est-ce qu'on peut essayer de structurer sa démarche de façon concrète? Parce que là, c'est bien, on vous parle, on espère vous motiver pour changer des choses. Mais on avait envie aussi de faire un focus un peu sur d'où on part et comment est-ce qu'on peut essayer de mettre ça en œuvre. Donc la première chose vraiment que j'avais envie de vous dire, c'était de commencer. Il faut bien commencer quelque part. On n'a pas besoin d'attendre que tout soit hyper structuré, d'avoir été accompagné, d'avoir un plan d'action en 20 000 actions sur 5 ans. Quoi. Bien sûr, il va falloir le construire, mais il va falloir aussi commencer quelque part. Ça peut être de commencer par des actions qui sont assez faciles à mettre en place pour vous. Parce que finalement, c'est ça qui va mettre le pied à l'étrier. Et puis, on le voit, je suis sûre que chacun de vous, dans vos différentes structures, là où vous vous impliquez, c'est comme chez soi, et on commence par des petites choses qui nous semblent faciles pour nous pour mettre en place. On peut se dire aussi qu'on peut commencer par des choses qui vont motiver notre équipe et la mobiliser. Des fois, dans des équipes qui organisent des festivals ou qui gèrent des salles de spectacle ou dans des équipes au sein de collectivités, il y a des gens qui vont être à fond sur le vélo, ils se déplacent qu'en vélo, du coup, ils savent réparer les vélos et peut-être que ça va motiver le reste de l'équipe pour commencer par ça. Allons-y, on va travailler autour du vélo, on va faire un plan vélo, on va mettre en place des choses dessus parce qu'on a des gens, on a les compétences, on a la motivation au sein de l'équipe pour le faire. Dans d'autres équipes, ça sera autour de la restauration, parce qu'il y a des gens qui sont dans des AMAP, qui bossent avec des producteurs locaux, pour qui ça va être plus facile et pour qui ça sera plus facile de se mobiliser, alors que, finalement, voilà, pour eux, la mobilité, c'est plus compliqué. Quoi. Donc, allez-y, commencez par ce qui vous motive. On peut aussi choisir de partir par ce qui va amener à un changement de comportement du public. On sait qu'il y a certaines actions, par exemple, si cette salle, je ne sais pas avec quoi ils sont éclairés, mais décide de passer tout son parc d'éclairage en LED, il y aura un impact fort en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ça consomme moins. Par contre, pour le public, vous vous en rendrez jamais compte. Là, vous êtes assis, vous ne savez pas, moi-même, je ne sais pas avec quoi on est éclairé. Donc, on sait qu'il n'y aura pas vraiment d'impact de deuxième effet qui se coule, quoi. Il y a le premier effet, la diminution de l'impact de l'événement lui-même, mais ensuite la partie sensibilisation du public, ça peut être aussi un critère de choix en se disant on va sur des actions qui se voient, qui donnent envie au public de changer à terme leurs habitudes. Ne pas oublier quand même les ordres de grandeur, c'est-à-dire que si on commence par mettre en place des actions qui ont un très faible effet, notamment en termes d'émissions de carbone, on sait qu'il va falloir quand même à un moment se poser les questions sur les sujets de fond. On en reparlera tout à l'heure des ordres de grandeur, mais que sont la mobilité, la restauration. Voilà. Une fois qu'on est... Voilà, qu'on s'est dit qu'on se lançait dans la démarche, c'est vrai que c'est important ensuite de pouvoir petit à petit construire son plan d'action. Des fois aussi, on voit la montagne de choses à faire en se disant il va falloir qu'on travaille sur la consommation d'électricité, la consommation d'eau, sur la réduction des déchets, sur la mobilité du public, la mobilité des artistes, sur l'accessibilité, sur l'égalité femmes-hommes. Oh mon Dieu, on n'y arrivera jamais, quoi. On voit la montagne et par où on commence, quoi. Il faut se dire que, voilà, comme en rando, il va falloir trouver le départ du chemin et une fois qu'on a trouvé le départ du chemin, on va y aller petit à petit, pas après pas. Donc on va poser des jalons. On va essayer de construire son plan d'action. Tout au long de ça, on peut se faire accompagner aussi, mais il n'y a pas besoin d'un accompagnement pour s'y lancer, ni pour commencer à mettre en place des premières actions. Il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC ou quoi que ce soit pour avoir les bonnes idées. Souvent, quand on se met en collectif,
Nous, dans nos formations, on rassemble les gens et ensemble, les idées qu'ils y trouvent écrites dans les guides, ils les trouvent toutes sans avoir jamais lu de choses ou fait des grandes études en transition écologique, quoi. Donc allez-y, expérimentez, testez, mettez-vous ensemble, réfléchissez aux idées, faites un plan d'action et n'ayez pas peur d'y aller petit à petit, de se dire bah, ça c'est intéressant, mais cette année on va pas pouvoir, peut-être que ça nécessite de l'investissement, donc on va le planifier dans le temps. Ça va nécessiter d'être accompagné, donc on va le planifier dans le temps. Et puis ces actions-là, ben oui, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, donc on peut s'y lancer dès maintenant. Voilà. Donc sur l'accompagnement, voilà, on va vous proposer une petite vidéo. Oui, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'en fait, il y a une troisième intervenante, mais elle n'est pas venue aujourd'hui par souci de cohérence, parce que venir de Parthenay en voiture, c'était pas trop bas carbone. Donc, elle nous a préparé un petit témoignage d'un accompagnement qu'elle a réalisé. Donc, c'est Sylvie Moreau qui va vous présenter l'accompagnement du festival Le Chien à Plumes avec son bureau Bélocan. Bonjour, alors Bélocan est un bureau d'accompagnement spécialisé sur le secteur culturel depuis une vingtaine d'années. Nous sommes deux consultantes, Élodie Robe et moi-même Sylvie Mourou, et nous sommes basés à Parthenay en Nouvelle-Aquitaine et nous intervenons au niveau national. Nous accompagnons les structures culturelles sur leur stratégie de développement, notamment dans le cadre du DLA, dispositif local d'accompagnement qui existe au niveau national. Et nous sommes également consultantes pour audience dans le cadre du fonds de professionnalisation pour les artistes et techniciens intermittents qui souhaitent faire le point sur leur parcours professionnel. Nous intervenons également ponctuellement sur des formations et des facilitations. Voilà, et la question de la transition écologique est l'un des enjeux majeurs que nous aurons à relever collectivement. Et donc, ça fait partie intégrante de nos accompagnements. Et je viens donc aujourd'hui, sur la demande de Marion Serre, vous présenter un accompagnement que nous avons réalisé pour le festival Le Chien à Plumes. Donc le Chien à Plumes, c'est une association qui existe depuis plus de 25 ans, qui est implantée dans une petite commune en milieu rural, sur le pays de Langres, donc dans la région Grand Est, où elle gère un lieu de diffusion appelé La Niche, et où elle a également comme activité locomotive son festival tous les ans qui attire plus de 15 000 festivaliers sur un très joli site au bord d'un lac. Quels sont les enjeux et les risques que vous avez identifiés pour le festival ? Alors, dans le cahier des charges, la demande portait sur l'accompagnement à la définition des actions à engager pour consolider le festival, donc notamment sur un plan économique, et pour évoluer vers des pratiques locales et durables. Et en termes de défis, comme de nombreux festivals, il y a plusieurs défis. Donc, le premier, c'est la compétition entre les organisateurs pour séduire les têtes d'affiche et qui est un peu un frein à la coopération entre les structures sur un territoire. Le deuxième défi, c'est l'augmentation des cachets artistiques et aussi des coûts fixes, notamment en matière de sécurité, qui engage dans une inflation régulière des coûts et qui pousse à la croissance des jauges, qui fragilise les équilibres économiques, et notamment pour les festivals implantés en milieu rural. Le troisième défi, c'est l'adaptation aux enjeux sociétaux et environnementaux qui leur imposent des ajustements nécessaires afin de satisfaire des critères minimaux en matière de développement durable, alors qu'on sait que en fait, ces structures, elles se sont créées au départ par passion, par volontariat autour de la musique, donc ça demande d'aborder des nouveaux sujets. Le quatrième défi, eh bien, c'est la transition énergétique et climatique qui font peser sur la planète et aussi donc, sur les festivals de musique des risques nouveaux qui justifient à eux seuls de prioriser des actions pour permettre d'atténuer ces effets. Après, pour le festival en lui-même, on avait repéré des risques climatiques et environnementaux qui étaient anticipés. Alors, il y avait notamment le stress hydrique durant la période estivale. Ça, c'était un point important. Il y avait aussi la normalisation des phénomènes de canicule. Alors, c'est pas rien de le dire en ce moment, puisqu'on en traverse une. Et puis aussi des risques nouveaux en termes de feux de forêt.
Cet accompagnement à la transition écologique, c'est une demande qui émanait de la structure? Oui, alors c'est une demande qui émanait de la structure qui souhaitait vraiment réfléchir sur ces enjeux. Et puis c'était aussi un nouveau contexte avec l'implantation sur le territoire d'un parc national des forêts, voilà, qui souhaitait construire des partenariats avec les acteurs locaux et avec qui effectivement il allait falloir adapter ces pratiques. Et comment les partenaires du festival ont-ils été associés à cette démarche? Alors, ils ont été associés à différentes étapes. Donc, il y a eu une première étape où David Hirle, qui est expert sur ces sujets de transition, est intervenu en visioconférence. Et donc, il a pointé effectivement tous ces enjeux de transition écologique. Et on avait convié donc les partenaires, les salariés, les bénévoles, afin qu'on ait une base commune et que l'on puisse travailler sur une même optique. Dans un deuxième temps, on a fait une consultation des partenaires, donc on les a tous contactés individuellement pour recueillir leur vision. Ensuite, nous avons également réalisé une évaluation des retombées sur le territoire à différents échelons pour mettre en lumière l'impact économique local au regard des financements attribués. Et là, on a vu que le festival pouvait être considéré comme un acheteur important, générateur de retombées économiques qui était à hauteur de entre 400 000 euros et 700 000 euros selon l'échelle de territoire pris en compte. Et donc, les subventions permettent des retombées qui sont, par exemple, 52 fois plus importantes sur le pays que la subvention octroyée et 11 fois plus importantes sur la région que l'ensemble des subventions perçues par les collectivités. Donc ça, c'était un élément intéressant. Et puis ensuite, pour finir, on a fait une restitution avec tous les partenaires conviés, les collectivités, le Parc national des forêts et le Centre national de la musique. Est-ce que tu peux nous dire quand a eu lieu cet accompagnement et à quoi est-ce qu'il a abouti? Alors, c'était un accompagnement de 7 jours qui s'est passé l'année dernière, donc en 2021, avec un état des lieux complet du festival, le projet, les approvisionnements, le modèle économique, la vision des partenaires. Et puis après, le travail sur une stratégie adaptative du projet, de l'aménagement du site et de la mise en place d'une politique d'approvisionnement local, circulaire et durable. Et cette stratégie adaptative, elle s'est traduite après en plan d'action sur 3 phases qui correspondent à des jalons d'évolution pour le festival. Une première phase avec des mises en œuvre immédiates, ce que l'association pouvait se permettre de mettre en place à court terme par elle-même. Une deuxième étape, une fois que le site aurait été aménagé. Et une troisième étape, dans le cadre d'une réflexion d'une labellisation SMAC avec un projet d'équipement. Donc, je sais que vous allez avoir beaucoup d'exemples après donnés par Marion et Béatrice. Et puis, je ne peux pas vous retraduire l'intégralité du plan d'action, mais juste en termes d'exemples. Par exemple, sur la phase 1, ils ont travaillé sur le cashless qui permet de travailler sur la tarification des emplacements des food trucks et des autres exposants en fonction du chiffre d'affaires plutôt que de le mettre que ce soit au mètre linéaire et donc de l'adapter aux capacités financières des petits producteurs et commerçants locaux. Sur la phase 2, donc avec l'aménagement du site, là, effectivement, on peut passer à des actions beaucoup plus importantes, par exemple la suppression des groupes électrogènes, des toilettes chimiques, installer des minuteurs sur les douches, la végétalisation du site pour avoir des îlots de fraîcheur. Et puis surtout, cette nouvelle formule de festival que nous avons travaillée permet d'envisager une économie de 70 000 euros par saison, ce qui permet de dégager en fait un budget qui permet de prévoir une scène d'artistes locaux et une programmation pour le public local. Et puis sur la troisième phase, donc avec un équipement, il est possible d'envisager un espace avec une laverie pour proposer une vaisselle durable, réutilisable à disposition donc, du festival, mais aussi des acteurs culturels du territoire ou d'autres associations du territoire.
Et en termes de résultats, l'accompagnement ayant eu lieu donc l'année dernière, l'association en est sur la première phase. Voilà, mais il y a un comité de pilotage qui a été mis en place pour gérer ces actions, une équipe très motivée pour qui le cap maintenant est très clair. Suite à cette expérience, est-ce que tu dirais que le DLA, c'est un cadre pertinent pour l'accompagnement à la transition écologique? Ah ben oui, c'est un cadre complètement pertinent puisque le DLA, c'est précisément de l'accompagnement au changement. Et puis la transition implique des changements de pratiques. Et puis ça va devenir incontournable pour les acteurs culturels. Donc oui, c'est tout à fait adapté, sachant qu'en plus, un accompagnement est individualisé. Donc on répond à la problématique de la structure accompagnée. Et puis, on peut s'adapter effectivement à ses capacités. Donc, on ne fera pas le même travail avec un festival ou une compagnie, par exemple. Et puis, aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir, le festival en est un très bon exemple, c'est que travailler ces sujets-là, ça peut devenir aussi des leviers de développement, en fait. Des pistes qu'on n'aurait pas envisagées si on n'avait pas abordé ces sujets-là. Donc, c'est effectivement très adapté. Merci beaucoup Sylvie pour ton intervention. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de vous partager cet accompagnement qui était très agréable à réaliser. Voilà, donc on espère que ça a apporté un regard aussi un peu différent sur nos propos et concret justement sur vraiment un festival. Donc suite à ça, voilà. On voulait dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui permettent de vraiment mesurer quel est l'impact des différentes thématiques aussi, et voilà, qu'on connaît de mieux en mieux un peu les enjeux, les enjeux environnementaux appliqués à la culture. Donc il y a pas mal de ressources qui existent, il y a des publications récentes, il y en a 2 notamment qui sont sorties fin de l'année 2021. Et c'est des études vraiment fiables qui font vraiment référence aujourd'hui. Donc un livre qui s'appelle « Décarboner la culture » qui a été coécrit notamment par David Earle, dont parle Sylvie dans son introduction, et par les personnes du Shift Project. Et le rapport du Shift Project qui est en bas à gauche, qui s'appelle « Décarbonons la culture » et qui est assez chiffré aussi, basé sur des bilans. Pour voir quels sont les impacts dans des salles de spectacle, sur des festivals, sur des différents types d'événements culturels, là où on peut vraiment travailler. Et puis, c'est important aussi de vous dire que voilà, aujourd'hui, vous pouvez être accompagné de plein de façons, donc avec ces ressources, mais aussi avec des réseaux, des initiatives qui existent, tant au niveau national, comme par exemple Music Declares Emergency, qui est un réseau aujourd'hui national, un réseau d'artistes, mais qui propose sur leur site internet des ressources, notamment des ressources pour la filière musicale, pour les labels, pour les maisons d'édition, les salles, les festivals. Il y a pas mal de choses qu'on peut y retrouver, des groupes comme Arviva. Et puis des réseaux plus locaux à l'échelle de la région aussi Occitanie, comme par exemple Drastic on Plastic, qui est une initiative nationale portée par un réseau qui s'appelle R2D2, mais qui est qui est portée en Occitanie par notre association Élémentaire. Depuis 2020 et sur 3 ans, donc on avait 24 festivals d'Occitanie qui sont engagés dans Drastic on Plastic, et on les accompagne pour réduire les plastiques à usage unique de tous leurs festivals. Et c'est vraiment des groupes qui permettent de rencontrer d'autres événements qui ont les mêmes problématiques que nous, d'aller dans du très opérationnel, du très concret. Il ne suffit pas de dire il faut arrêter les bouteilles plastiques sur les événements. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend, comment on les lave, est-ce que vous les avez déjà lavés, est-ce que les artistes ils vous ont rendu leurs gourdes, est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes, combien ça coûte, voilà. Donc c'est des groupes de travail opérationnels. On lance un chantier aussi avec la Fédération Octopus sur la mobilité durable sur les événements en Occitanie. C'est un chantier qui a été lancé en début d'année, donc qui est encore ouvert. Et s'il y a des structures qui souhaitent rejoindre le chantier, c'est possible. Pareil, pour partager, en se disant que si chacun avance tout seul, c'est ce qui a été un peu fait jusque-là sur la mobilité, et finalement, il y a beaucoup de choses qu'on teste et qui ne marchent pas bien. Donc, mettons-nous ensemble pour essayer de
voilà, d'essayer d'aller plus vite et d'arriver à plus de résultats ensemble. Il y a des labels aussi qui sont des dispositifs de reconnaissance et de valorisation de ce que vous avez déjà mis en place. Mais pourquoi on insiste sur les labels aujourd'hui, c'est que ça permet aussi souvent d'avoir une feuille de route. Donc il y en a qui existent dans différentes régions. Tout en haut, c'est l'événement éco-engagé qui existe en Pays de la Loire. Il y a la charte d'engagement éco-manifestation qui est sur la région Grand Est. Et tout en bas, c'est les manifestations vertes, c'est un label qui existe sur l'Ariège. Et de même, on a aujourd'hui le projet de créer un label pour les événements éco-responsables à l'échelle de la région Occitanie. On y travaille, il y a 8 événements qui expérimentent ce label cette année en 2022. Et dans ce label est associé en fait à un référentiel qui peut vous servir de feuille de route, même sans aller jusqu'à la labellisation, pour justement, comme on disait tout à l'heure, planifier les différentes actions, voir toutes les thématiques qu'on peut travailler, tous les engagements qu'on peut prendre, et avoir vraiment une vue d'ensemble de tout ce champ de l'éco-responsabilité qui touche bien sûr les enjeux environnementaux, mais aussi sociétaux, d'accessibilité, d'égalité, tout ça, pour avoir une vue et des outils concrets qui sont à votre disposition aujourd'hui pour vous accompagner. Un terrain de mieux en mieux connu, reconnu, ça veut aussi dire qu'on commence à pouvoir modéliser de façon assez grossière les impacts du secteur. Sous forme de fourchettes de pourcentage, comme vous le voyez, ça donne des ordres de grandeur. Du côté des sources d'impact carbone majeures, on va retrouver en premier lieu la mobilité et celle des publics, avant celle des artistes et du matériel, des œuvres. Puis l'alimentation, du fait de notre modèle actuel, l'énergie et le numérique, selon la typologie de projet. Du côté des sources d'impact carbone secondaire, ce sera la conception, la logistique, les bâtiments, la communication et les déchets. Alors, un des intérêts de travailler aussi du côté des sources d'impact carbone secondaire, c'est l'enjeu pédagogique qu'il y a derrière à inciter les publics à faire autrement. Et on retrouve aussi des impacts hors carbone, comme la consommation d'eau douce, la pollution sonore et lumineuse, l'utilisation de matériaux critiques ou en tension. Évidemment, ces chiffres ils sont à affiner selon les projets, ils peuvent tout à fait varier. On va s'intéresser de plus près aux sources d'impact carbone majeures, en commençant par la mobilité, qui est presque toujours le premier gisement de gaz à effet de serre des organisations culturelles. Ce constat, on le retrouve à peu près partout, dans les arts visuels, dans les salles de cinéma, du côté du spectacle vivant. Je vais m'appuyer ici sur une étude qui a été réalisée par l'association Glace Croisée en 2018. Pardon, pas en 2018, mais sur 9 lieux et festivals de jazz en France et en Europe. Et ce qu'on constate, c'est la part considérable des déplacements dans les bilans carbone. Ici, vous avez les bilans carbone des lieux. Donc on voit en vert la part des déplacements. Et si on s'intéresse au festival, cette part est encore plus importante. Vous le constatez ici, loin devant les immobilisations, les énergies et les intrants. Ça peut être intéressant de distinguer la mobilité des publics de celle des artistes, puisqu'elles ne prennent pas tout à fait la même forme. Du côté de la mobilité des publics, vous allez retrouver la route en premier lieu. Donc ce sont les barres en vert ici. D'abord la route devant l'avion, puis le train. Et du côté de la mobilité des artistes, ce sera l'avion qui sera prédominant devant la voiture, puis le train. Du côté de la mobilité des artistes, il y a un travail collectif qui peut être mené au niveau des structures pour essayer de rendre les tournées plus cohérentes, de ralentir, de travailler sur des temps plus longs. Ça peut aussi être bien pour le bien-être des équipes. Et du côté de la mobilité des publics, il y aura besoin d'un appui des collectivités territoriales et des politiques publiques pour pouvoir agir efficacement. Et en dehors de il y a aussi d'autres enjeux dont
Béatrice va vous parler Et rapidement. rapidement sur la mobilité, ce qu'on voulait souligner, c'est que bien sûr, il y a l'enjeu majeur qui est les émissions de gaz à effet de serre, mais quand on se met à travailler sur la mobilité, ça touche d'autres phénomènes, comme par exemple l'accessibilité de l'offre culturelle. Finalement, de permettre aux gens de venir autrement qu'en voiture, ça permet aussi aux gens, notamment au milieu rural, à ceux qui n'ont pas de voiture, et de venir également, on parlait de la jeunesse tout à l'heure, de se rendre plus facilement sur les événements culturels. Donc c'est un atout non négligeable. Il y a aussi la question de la sécurité routière, bien sûr. Pareil, de permettre à son public de rentrer chez eux quand il est tard le soir, après des soirées peut-être arrosées, des concerts, des festivals, de rentrer autrement qu'en voiture individuelle. On touche la sécurité routière. Et quand on parle de sécurité, avec la mobilité, ça veut dire aussi se poser la question de la sécurité des gens qui sont en voiture, mais qui sont aussi en vélo. Par exemple, si on va permettre aux gens de venir sur son site en vélo, comment est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Est-ce que les pistes cyclables qui mènent éventuellement sur le lieu sont éclairées? Sinon, est-ce que les routes sont dangereuses de nuit? La sécurité de personnes seules? Donc ça peut être, par exemple, d'organiser des convoyages qui sont finalement de dire aux gens qui viennent à vélo de repartir tous ensemble, voire de venir ensemble, avec des organisateurs qui vont avoir géré du matériel pour l'éclairage, avoir géré des gilets jaunes aussi pour rendre ce groupe visible. Et finalement, de permettre aux cyclistes de venir en groupe, c'est un enjeu aussi pour ne pas se retrouver sur la route tout seul le soir. Voilà, donc on le voit un peu dans sa globalité. Sur la mobilité en milieu rural, ce qu'on voulait vous dire, donc, parce que j'imagine que vous ne pouvez pas bien voir, bien sûr qu'il y a des disparités en fonction des territoires, sur les territoires qui vont être plus ou moins bien desservis, notamment par les transports en commun, et du coup, des enjeux différents pour les organisateurs. Sur des territoires ou dans des villes où il y a des transports en commun, ça va être vraiment comment faire en sorte de bien communiquer en donnant un maximum de détails sur les réseaux sociaux, sur sa page Internet, pour dire aux gens comment venir. Il n'y a pas besoin de leur redire aujourd'hui sur Internet, prenez telle sortie de l'autoroute pour arriver chez nous. Ils le trouveront, ils ont tous des GPS. Par contre, de leur dire, on est à 15 minutes à pied de telle gare, voilà comment venir si vous venez en train. Par exemple, sur un événement qui a lieu à Thuir, si vous venez en train jusqu'à Perpignan, comment faire pour se rendre de Perpignan à Thuir? Est-ce qu'il y a des cars? Est-ce qu'il y a des bus? À quelle heure? Est-ce qu'il y en aura pour revenir de notre manifestation? Plus on va mâcher le travail aux gens, plus il y a de chances pour qu'ils se projettent finalement dans d'autres types de mobilité que la voiture individuelle. Il y a d'autres situations où ça peut être aussi vraiment ce travail en collectif, et notamment avec les organisations organisatrices des mobilités, avec la région. C'est ce qu'on va faire aussi au sein de ce groupe de travail sur la mobilité durable. Par exemple, le festival Écosystème qui a sollicité la région en leur disant il y a le train Lio qui passe 13 fois par jour de Brive jusqu'à Toulouse en s'arrêtant par Cahors et Montauban. Mais il ne s'arrête pas dans la gare de Gignac. Or, nous, notre festival, il a lieu à Gignac. Et il n'y a que le train de 6 h du matin qui s'y arrête. Est-ce que pendant les 3 jours du festival, on ne pourrait pas faire en sorte que le train s'arrête dans cette gare pour permettre aux festivaliers d'arriver directement dans le village où a lieu le festival, plutôt que d'arriver dans une ville à quelques dizaines de kilomètres? Donc là, on voit qu'il y a vraiment un partenariat qui va être important entre les collectivités et les organisateurs. Et tout à l'heure, donc Madame Jariki, je crois, du Conseil régional, a parlé aussi de la nouvelle stratégie culturelle régionale qui prenait en compte les enjeux de mobilité. Voilà, il va y avoir aussi un travail à faire avec les collectivités sur les horaires. Souvent, on voit qu'on peut se rendre sur les différentes manifestations grâce au transport en commun, mais on ne peut pas forcément en revenir à la fin des spectacles. Donc le travail sur quels sont les horaires de retour, le temps des événements, sur les spectacles, sur les salles de concert, est-ce qu'on peut essayer de trouver des compromis ensemble pour que les retours soient possibles aussi en transport en commun? Donc il y a un vrai enjeu et un vrai travail à mener ensemble là-dessus. L'objectif, c'est que cet été, il s'y arrête. Bon, alors on va parler alimentation. Notre modèle alimentaire, il est très intensif, très carné, et donc son empreinte carbone est très importante. Mais vous vous souvenez que je vous ai dit que la 6e limite planétaire avait été franchie le mois dernier, la perturbation du cycle de l'eau douce. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui au prisme de l'empreinte eau
L'empreinte eau, c'est un indicateur de l'usage direct ou indirect qui est fait de l'eau. Autrement dit, c'est un outil pour évaluer la soutenabilité de l'usage de l'eau. Et vous l'avez ici sous vos yeux, l'empreinte eau de consommation de la France. Et comme vous le voyez, elle est absolument dominée par les produits agricoles à 87%, avec une part non négligeable qui est due à la viande, 36%, via l'intermédiaire de la production de maïs, de soja, de fourrage pour les animaux d'élevage. L'idée, ça va donc être de végétaliser les assiettes davantage, d'aller vers du bio, du saison, des produits de saison et du local. Béatrice va vous donner quelques exemples. Oui, du coup, par rapport à ça, sur le local, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, et notamment, donc nous, on travaille avec beaucoup d'acteurs culturels, se sont déjà saisis de ces enjeux et essayent vraiment de travailler sur proposer de la restauration locale, de saison si possible, voire dans de la vaisselle réutilisable. Voilà. Sur le côté végétarien et végétaliser les assiettes, c'est un enjeu qui est encore très difficile à travailler. Voilà. Et je voulais juste vous donner un exemple, l'exemple du festival Atome, qui n'est pas forcément un modèle que tout le monde doit suivre, et voilà, parce qu'il y a un enjeu de travailler avec les filières, de les accompagner, de ça. Mais dans leurs éditions précédentes, ils avaient proposé de la nourriture uniquement végétarienne à leur public, en se disant, comme je vous disais tout à l'heure, que le public n'a pas le choix, il est obligé de manger végétarien sur le festival, mais c'est possible le temps d'une soirée, un jour, 2 jours, et de se rendre compte que finalement, c'était quand les menus sont bien travaillés avec des diététiciens, des diététiciennes, voilà, que c'est possible et que ça leur fait du bien. Et en 2021, ils ont mis ça en place pour toutes les équipes, en sachant que les équipes, les organisateurs, les techniciens sont là présents pendant 15 jours, et ça a été 100% végétarien. Et donc, une diminution de l'impact carbone très conséquente grâce à cette action-là. Et avec d'autres enjeux finalement positifs par ailleurs, c'est que ça leur a coûté moins cher, donc les repas moins chers pour les équipes. Et puis, une plus grande facilité aussi pour gérer la logistique, parce qu'il y a moins besoin de la chaîne du froid. C'est beaucoup de légumineuses voilà, qui n'ont même pas besoin d'être conservées au froid. Et, voilà. Et du coup, moins de gaspillage alimentaire aussi grâce à cette action. Voilà, donc se dire c'est possible, il y en a qui réussissent, les techniciens ils ont accepté, les retours du public et de toute l'équipe étaient positifs, donc pourquoi pas essayer d'aller là-dessus. En ce qui concerne l'énergie, l'idée ça va être de faire preuve de sobriété, autrement dit prioriser les besoins, et d'efficacité, donc d'utiliser des équipements qui soient moins énergivores. Certaines transformations sur l'énergie, elles peuvent générer des surcoûts, mais avec un double effet vertueux, l'atténuation des impacts environnementaux et la réduction des dépenses liées à ce poste au long terme. On pourrait ajouter l'inscription dans une trajectoire de transition qui anticipe de futures tensions sur l'énergie. Et sur le numérique, très rapidement, donc il y a une incitation très forte à aller vers plus de numérique aujourd'hui. Il a un impact environnemental qui est réel, qui a été documenté par l'ADEME et l'ARCEP en début d'année. Pour vous donner une idée, c'est principalement la fabrication des équipements qui pèsent dans l'empreinte carbone numérique française à 78% par rapport à l'utilisation, 21%. C'est surtout donc la musique et le cinéma qui sont concernés par ce sujet. Donc, une conclusion rapide avant de vous donner la parole. Voilà, on a essayé de faire le focus aussi sur ces différents enjeux dans le milieu rural. Finalement, on retrouve quand même pas mal de similitudes sur ces problématiques en termes de restauration, par exemple, en termes entre milieu rural, milieu urbain. Donc, il y a aussi une différence à faire, peut-être plus même entre gros événements et petits événements. Et puis, vous dire aussi que notre constat de terrain pour travailler depuis plusieurs années avec des gens du milieu culturel, c'est que s'engager dans une démarche de développement durable, c'est vraiment fédérateur au sein des équipes. Ça motive de voir des résultats concrets. Aujourd'hui, le public aussi est en demande d'avoir des sites plus propres, voilà, ça peut être, d'avoir des sites plus propres quand on travaille sur la restauration. C'est aussi faire attention à son public, à ses équipes, de leur proposer une restauration de qualité. Et aujourd'hui, c'est vraiment un élément fédérateur de travailler là-dessus. On a plein d'exemples de montrer que quand les gens se mettent collectivement pour bosser sur ces sujets,
ça a un effet stimulant aussi sur les différentes équipes. Et on espère que les événements de demain, ça sera naturel pour eux tous de prendre en compte ces enjeux. Ça ne sera pas un atout, il n'y aura plus besoin d'éco-conditions pour pousser là-dessus, parce que bien souvent, en plus on est en France, donc quand on nous impose des choses, on va chercher à aller contre ça, alors que si c'est nous qui choisissons de faire ces changements, d'entrer en transition, sans attendre de subir les transitions, parce que le dérèglement climatique a entraîné des problèmes, des dérèglements justement, parce que c'est les lois qui nous imposent des choses. Allons-y avant, et avant de subir, c'est un choix à faire aussi qui peut avoir plein d'impacts positifs dont on n'a pas toujours conscience. Merci à vous. Merci beaucoup.